il y a des messages que vous lisez une seule fois, et qui ne vous quittent plus jamais. Pas parce qu'ils sont longs, pas parce qu'ils sont violents, pas parce qu'ils contiennent d'insultes ou des accusations. Non. Ces messages-là les plus dévastateurs, tiennent en une phrase. Une seule. Et cette phrase contient quelque chose d'irréparable, quelque chose qui, une fois lu, ne peut plus être effacé de votre mémoire, même si vous le vouliez de toutes vos forces. Tu ne viens pas en croisière avec nous, on part seulement en famille. Mon fils unique, 37 ans, né un mardi de novembre sous la pluie bordelaise, dans ce même appartement où j'ai lu ces mots, seul, dans ma cuisine, avec mon café encore chaud entre les mains et la lumière grise de l'automne qui filtrait à travers le persienne, je ne me suis pas levé. Je suis resté là, immobile, à fixer l'écran de mon téléphone et pendant un long moment, un moment que je n'arrive toujours pas à mesurer, peut-être 30 secondes, peut-être 5 minutes, je n'ai pas été triste. Je n'ai pas été en colère, j'ai juste cessé d'exister. Comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur quelque part au fond de moi. Parce que vous comprenez ce que ça veut dire, seulement en famille. Ça veut dire que je n'en fais plus partie. Que moi, la femme qui l'a porté pendant 9 mois, qui a soigné ses fièvres de nuit pendant des années, qui a économisé sur ses propres loisirs pour lui payer ses études d'ingénieur, qui a tenu debout après la mort de son père pour que lui, n'ait pas à porter ce poids seul, je ne suis plus dans le cercle. Je suis dehors, exclu, comme une étrangère. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. Et ce n'est pas l'exclusion qui m'a changé. Ce n'est pas la douleur. C'est ce qui a suivi. Ce que j'ai découvert sur moi-même, sur mon fils, sur la femme qui était entrée dans sa vie, et sur la façon dont la vérité, même enterrée sous des années de mensonges bien huilés, finit toujours par remonter à la surface. Parce que 3 ans après ce message, 3 ans presque jour pour jour, mon téléphone a sonné à 6 heures du matin. Et c'était lui. Et il pleurait. Et cette fois, c'est moi qui ai eu les mots. Restez avec moi. Ce qui s'est passé ensuite, vous ne l'oublierez pas, je m'appelle Monique. J'ai 64 ans. Et si vous me rencontriez dans la rue, dans la queue chez le boulanger, ou sur un banc au bord de la Garonne, vous me prendriez probablement pour ce que je suis. Une femme ordinaire, d'âge mûr, avec ses petites habitudes et son sac en cuir bordeaux qu'elle porte depuis 10 ans parce qu'il est, encore et très bien. Institutrice pendant 32 ans, à l'école primaire Sainte-Eulalie, dans le quartier Saint-Michel de Bordeaux. Des centaines d'enfants ont appris à lire dans ma salle de classe. Des centaines de petites mains, que j'ai guidées sur des feuilles lignées, des centaines de petits visages levés vers moi avec cette confiance absolue que les enfants accordent aux adultes qui s'occupent d'eux. Cette confiance-là, ce regard-là, c'est la chose la plus précieuse qu'on puisse recevoir dans une vie. Et j'en ai reçu des centaines, pendant 32 ans c'était ma vie. Et c'était une belle vie, le matin, je me levais à 6h30, même en hiver, même dans l'obscurité complète du mois de janvier. Je préparais mon café, toujours le même café, une marque que je n'ai jamais changée depuis les années 80, parce que Bernard l'aimait, et je lisais les nouvelles du jour pendant un quart d'heure avant de prendre ma veste et de marcher jusqu'à l'école. 10 minutes à pied, j'aimais ce trajet. Le pavé humide du quartier, les volets qui s'ouvraient un par un, l'odeur du pain chaud qui s'échappait de la boulangerie du coin. Une petite vie bien à moi, bien rangée, bien construite. Mon mari Bernard est parti il y a 8 ans. Un matin ordinaire de mars, un dimanche. Il était allé chercher le pain, comme tous les dimanches depuis 20 ans. C'était sa façon d'aimer la vie, Bernard, dans les gestes simples, les routines douces, les petits rites qui donnent au jour leur texture. Il est sorti à 9h. À 10h moins le quart, un inconnu a sonné à ma porte. Un jeune homme, très pâle. Il m'a dit qu'il était médecin urgentiste, une crise cardiaque, rue du Palais Gallien. Il avait 59 ans. Il était en bonne santé, m'ont dit les médecins. C'est la phrase qu'on dit toujours, et elle ne signifie rien, parce que quand quelqu'un est parti, sa santé d'avant n'existe plus. Après Bernard, il ne me restait qu'une chose au monde qui comptait vraiment, vraiment au fond du ventre. Mon fils, Thomas. Mon soleil. Mon encre. Parfois, quand il posait la tête sur l'épaulette de son père avec ce sourire de côté qu'ils avaient tous les deux. Il avait 29 ans quand Bernard est parti, et c'est lui qui a tout porté. Les démarches administratives, le spompe funèbre, les papiers interminables, les appels téléphoniques à la famille. Et les nuits, aussi. Les nuits où je l'entendais dormir dans la chambre d'à côté, parce qu'il ne voulait pas me laisser seul, et ça me faisait du bien d'entendre quelqu'un respirer dans cet appartement soudainement trop grand. Il était solide, à l'époque. Solide et présent et attentionné de la façon discrète dont le somme de sa génération savent l'être. Chaque dimanche, il sonnait à ma porte avec des viennoiseries. Un croissant pour lui, un pain au raisin pour moi, parce qu'il savait. On regardait les informations ensemble, on parlait de son travail, on parlait de ma retraite qui approchait, on parlait de tout et de rien avec cette aisance tranquille des gens qui se connaissent depuis toujours et n'ont plus besoin de faire semblant. Ces dimanches-là, simples, sans cérémonie, sans effort, étaient les plus beaux jours de mes semaines. Et puis Céline est arrivée, je dois être honnête avec vous, parce que l'honnêteté est la seule chose qui donne de la valeur à ce que je vais vous raconter.
Au début, j'ai vraiment voulu l'aimer. Pas par obligation, par désir sincère. Elle était jolie, vive, ambitieuse. 32 ans, consultante en marketing dans une agence bordelaise, toujours habillée avec ce mélange de décontraction et d'élégance que les jeunes femmes de sa génération maîtrisent parfaitement. Elle avait une façon de rire qui remplissait une pièce. Une façon d'écouter qui donnait l'impression que vous étiez la personne la plus intéressante du monde. Les premières fois qu'elle est venue prendre l'apéro chez moi, je me souviens de m'être dit: Thomas a trouvé quelqu'un de bien. Vraiment bien. Elle posait des questions sur mon métier. Elle voulait savoir comment j'avais géré telle ou telle situation difficile, comment on apprend à lire à un enfant qui résiste, comment on garde sa patience quand on est face à 30 élèves de 6 ans qui n'en font qu'à leur tête. Elle semblait fascinée. Admiratif beau. Le mot qu'on choisit quand on ne trouve rien d'autre à dire, ou quand on n'a pas envie de s'investir davantage. Je ne l'ai pas vu venir. C'est ce qui me pèse encore aujourd'hui, pas ce qu'elle a fait mais le fait que je n'ai pas lu les signes. Moi qui avais passé 32 ans à décrypter des enfants, à lire dans leur silence et dans leurs esquives, à comprendre leurs petites stratégies pour éviter la dictée ou le reproche, moi, je n'ai pas vu ou peut-être que si. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans sa façon de regarder mon appartement, la première fois qu'elle y est venue, pas avec curiosité, mais avec une sorte d'évaluation froide. Comme quelqu'un qui fait un inventaire. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans la façon dont elle changeait imperceptiblement de sujet chaque fois que Thomas évoquait son enfance, son père, nos souvenirs communs. Comme si ces souvenirs lui appartenaient, et qu'elle aurait préféré qu'ils n'existent pas. Peut-être. Mais j'ai choisi de ne pas voir. Parce que mon fils semblait heureux. Et quand notre enfant semble heureux, on ferme les yeux sur beaucoup de choses, on se dit que c'est de l'amour, cette capacité à ignorer ce qui grince. Ils se sont mariés 18 mois après leur rencontre. Une belle cérémonie en Dordogne, dans un domaine viticole, avec des guirlandes lumineuses dans les arbres et une musique douce qui jouait pendant le dîner. J'étais assise au premier rang, dans ma robe bordeaux. La même que je portais pour les grandes occasions depuis des années. Et je pleurais. De joie je croyais. Avec le recul, je pense que mon corps savait déjà ce que mon cœur refusait d'accepter, que quelque chose, ce jour-là, prenait fin pour moi. Même si personne ne l'avait encore annoncé, ce qui s'est passé ensuite, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ça n'a pas commencé avec la croisière. Je veux que vous compreniez ça. Ça a commencé bien avant, par des choses si petites, si progressives, que si je vous les énumérais une par une, vous penseriez peut-être que j'exagère. Que je suis une de ces belles-mères impossibles dont on parle dans les plaisanteries. Que je cherche des raisons là où il n'y en a pas, alors je vais vous parler des grandes. Des choses qui ne laissent aucune place au doute. Le premier Noël après leur mariage, Thomas m'a appelé le 22 décembre. Sa voix avait cette tonalité particulière qu'elle prend quand il est mal à l'aise. Légèrement trop lit. Maman. Cette année on passe les fêtes chez les parents de Céline, à Lyon. Tu comprends, on alterne maintenant qu'on est mariés. C'est normal. Oui, je comprends. J'ai dit, bien sûr mon chéri, joyeux Noël. Et j'ai passé le réveillon seul dans mon appartement, avec une assiette de dinde que j'avais préparée pour deux par réflexe, et un film de Noël que je n'ai pas regardé parce que les films de Noël sont insupportables quand on est seul. La deuxième année. On reste chez nous? Tu comprends, avec les nouvelles obligations de Céline au travail, on n'a pas la force de voyager. Je comprenais toujours. C'est le talent des mères, comprendre jusqu'à se perdre soi-même, jusqu'à ne plus savoir si ce qu'on ressent est légitime ou si c'est simplement qu'on est trop sensible, trop attaché, trop présente. Les visites du dimanche ont cessé progressivement. D'abord tous les 15 jours. Puis une fois par mois. Puis une fois tous les 2 mois. Puis les appels téléphoniques se sont espacés eux aussi, et à un moment, j'ai compris, sans que personne ne me le dise explicitement, que je ne devais plus appeler trop souvent. Que c'était elle qui tenait le calendrier. Et que dans ce calendrier, moi, j'occupais de moins en moins de cases. Un jour, c'était un mardi d'octobre, je m'en souviens avec une précision qui me surprend encore, Thomas est venu seul, sans Céline. Il avait l'air fatigué, un peu absent, nous buvions notre café à la table de la cuisine quand il a lâché, d'une voix égale, entre deux gorgées, comme si ce qu'il disait était banal. J'ai posé ma tasse. Calmement. Je l'ai regardé. Regardé vraiment, comme on regarde quelqu'un s'il croit ce qu'il dit ou s'il répète quelque chose qu'on lui a demandé de dire. Et j'ai demandé, aussi calmement que possible. J'appelle tous les dimanches Thomas. Depuis ta naissance pratiquement, est-ce que c'est envahissant pour toi? Il n'a pas répondu. Il a regardé sa tasse. Et dans ce silence de quelques secondes, ces silences qui n'étaient pas une pause mais une réponse, j'ai entendu quelque chose se briserait de moi. Quelque chose de doux, de fondamental, quelque chose que je n'aurais pas su nommer mais que je portais depuis 37 ans sans même savoir que ça existait. Je pensais avoir mal entendu. Je me disais, c'est une mauvaise journée. Il répète des mots qui ne sont pas les siens. Ça va passer. Les couples traversent des périodes difficiles, et les mères sont souvent les premières victimes de ces tempêtes-là. Mais, ça s'est installé. Ça s'est densifié.
Comme une brume qui s'épaissit de semaine jusqu'à ce qu'on ne voit plus rien du tout. Et puis il y a eu la croisière. Au printemps de cette année-là, Thomas et Céline avaient organisé un voyage croisière en Méditerranée. 10 jours. Marseille, Barcelone, GY. J'avais entendu Thomas en parler lors d'un de ses appels, avec cet enthousiasme dans la voix qu'il avait quand quelque chose lui plaisait vraiment. Il décrivait les escales, les ponts, les dîners Seine-Mer. Et j'attendais la phrase qui viendrait naturellement. « Tu viens avec nous, maman ?» Parce que comment pourrait-il organiser un voyage en famille sans inclure sa mère, sa seule famille qui lui restait côté paternel? Ce matin-là, j'étais dans ma cuisine. 6h45. Le café qui gargouillait dans la cafetière. La lumière encore grise d'un mois de mai qui n'avait pas encore décidé d'être beau. Mon téléphone a vibré sur la table, un message de Thomas, j'ai lu une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième, lentement, mot par mot comme si le sens pouvait changer si je prenais plus de temps. Pas de désolé, pas de j'aurais voulu que tu viennes mais, pas de formule adoucie, pas d'explication, pas de nuance. Une décision annoncée, un fait présenté comme un fait et de ce mot, famille, utilisé pour définir un cercle dans lequel je n'étais pas incluse. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à voix haute, à personne. La douleur que j'ai ressentie ce matin-là était physique, réelle, corporelle, mesurable. Une contraction dans la poitrine comme si quelque chose se refermait. Les mains qui tremblent légèrement autour de la tasse. L'impossibilité d'avaler, j'ai regardé par la fenêtre. Le quartier Saint-Michel s'éveillait comme tous les matins, les volets qui s'ouvraient, un vélo qui passait sur les pavés, un père qui poussait un landau sans clé d'une main. La vie ordinaire, belle et indifférente, qui continuait. Sans ce mois, 2 semaines plus tard, les photos ont commencé à apparaître. Sur Instagram, sur Facebook, Céline les postait chaque jour, avec des légendes joyeuses. Thomas souriant sur le pont d'un bateau blanc. La famille de Céline au complet, en dîner de gala. Les parents, la sœur, le beau-frère. Tous là, tous famille. Et les îles grecques. Le coucher de soleil sur Santorin, j'ai regardé ces photos, j'ai regardé mon fils rire. Et j'ai fermé mon téléphone. Je me suis levé. J'ai fait la vaisselle, méthodiquement, soigneusement, une pièce après l'autre, et pendant tout ce temps, je n'ai pas versé une seule larme. Pas parce que ça ne faisait pas mal. Parce que quelque chose en moi venait de comprendre une chose très importante. Que la patience est une forme de force, et que la vérité n'a pas besoin d'aide pour arriver, elle arrive, toujours. Pour tout le monde. Sans exception. Les semaines qui ont suivi la croisière ont été les plus étranges de ma vie, je dis étranges, et sans importantes. Parce que j'aurais dû être effondré. J'aurais dû pleurer sans pouvoir m'arrêter, appeler Thomas 10 fois par jour, envoyer des messages qui supplient, qui accusent, qui cherchent à comprendre. C'est ce qu'on fait normalement, quand on a été blessé par quelqu'un qu'on aime. On s'agite. On réagit. On se débat, je n'ai rien fait de tout ça. Je me suis levé le matin, à 6h30 comme toujours. J'ai bu mon café. J'ai lu mes journaux. J'ai marché jusqu'au quai de la Garonne et j'ai regardé le fleuve avancer, lent et indifférent vers la mer. Le fleuve ne se débat pas, il avance. Et il arrive toujours quelque part. J'ai repris des cours de peinture à l'aquarelle. Quelque chose que je n'avais jamais eu le temps de faire pendant ma vie active, repoussé d'année en année cause toutes ces causes qu'on se promet pour plus tard. J'ai découvert que j'aimais ça. Pas parce que j'étais doué. J'étais médiocre. En réalité, mes premiers tableaux faisaient sourire la professeure avec cette bienveillance polie qu'on réserve aux adultes qui débutent. Mais c'est parce que pendant ces 2 heures par semaine, je n'étais plus la mère exclue, la veuve, la femme qu'on avait mise de côté. J'étais juste une femme avec un pinceau dans la main, qui essayait de capturer la couleur de l'eau. Je n'ai rien dit à personne de ce que je pensais vraiment. Pas à Jacqueline, mon amie de 40 ans, celle qui voyait au-delà de mes mots et qui posait sa main sur la mienne sans me demander d'explication. Pas à ma sœur Élise, qui m'aurait dit ce qu'il fallait dire mais pas ce que j'avais besoin d'entendre. Pas à mon médecin, qui m'a prescrit quelque chose pour dormir et m'a regardé avec ses yeux de celui qui n'a patient. J'attendais. J'observais. Et j'apprenais à ma façon silencieuse, à être patiente avec moi-même. Vous êtes-vous jamais demandé jusqu'où un être humain peut aller quand on lui enlève ce qu'il aime le plus? Quand on lui dit, sans les mots mais avec les actes, qu'il ne compte plus dans la vie de quelqu'un pour qui il a tout sacrifié. J'ai trouvé la réponse. On ne s'effondre pas, on descend. Lentement, profondément. Et dans ce fond-là, dans ces silences que personne d'autre n'entend, on trouve quelque chose de surprenant. On trouve sa propre voix. Celle qu'on avait oubliée depuis des décennies. Celle qu'on avait progressivement donnée aux autres, aux enfants de sa classe, à son mari, à son fils, jusqu'à ne plus l'entendre soi-même, ma voix était encore là. Intacte, elle m'attendait et c'est durant ces mois de silence que j'ai commencé à entendre des choses. Des bribes d'informations qui arrivaient par des chemins détournés, comme ces petits ruisseaux qui semblent insignifiants, mais qui grossissent sans qu'on les voie. D'abord Jacqueline, qui avait une collègue dont le mari travaillait dans le secteur des télécommunications et qui avait mentionné des tensions dans certaines entreprises. Des restructurations, des postes qui disparaissent, puis une ancienne voisine,
croisé à un anniversaire de quartier, dont la fille travaillait dans le même milieu et qui parlait d'une agence de marketing qui ne tournait plus rond. Depuis quelques mois, des contrats perdus, des clients partis, je n'ai rien dit. Je n'ai pas fait le rapprochement, pas encore. J'ai gardé ces informations quelque part en moi, dans ce coin tranquille où on range les choses qu'on ne comprend pas encore mais qu'on sait importantes. C'est là qu'il a fait la plus grande erreur de sa vie. Et il ne le savait pas. Et je ne le savais pas encore moi non plus. Mais le destin, lui, avait déjà commencé à présenter sa note, que je vais vous dire maintenant. Je n'ai longtemps pas su si je devais le raconter, non pas parce que j'en ai honte, mais parce que la souffrance de mon fils, même quand elle est la conséquence directe de ses propres choix, reste la souffrance de mon fils. Et une mère ne se réjouit pas de ça. Elle ne peut pas, mais je vais vous le raconter quand même. Parce que vous méritez la vérité complète, 18 mois après la croisière, Céline a quitté Thomas. Pas pour une autre personne au début, du moins, c'est ce qu'il a cru. Pour une autre vie. Elle avait rencontré, lors d'un congrès professionnel à Paris, un directeur associé d'un grand cabinet de conseil parisien. Beaucoup plus de prestige. Beaucoup plus d'argent. Un appartement dans le 16e arrondissement. Un réseau, une visibilité, un statut social que Thomas, ingénieur honnête et compétent dans une PME bordelaise, ne pourrait jamais lui offrir. Avait calculé. Elle avait planifié. Et elle était partie, un lundi matin. Elle a attendu que Thomas parte au bureau. Elle a pris ses affaires, ses vêtements, ses bijoux, les objets de décoration qu'elle avait choisis pour l'appartement, les photos de leur voyage. Elle a laissé un mot sur la table de cuisine. 2 phrases, selon Thomas. 2 phrases après 4 ans de mariage. La première chose qui est tombée, l'appartement, ils l'avaient acheté ensemble, contractuellement à parts égales. Mais la procédure de divorce, entamée par les avocats de Céline dans la semaine qui a suivi son départ, a révélé quelque chose que Thomas n'avait pas vu venir. Pendant des mois, silencieusement, méthodiquement, elle avait préparé son départ. Des dépenses communes facturées en charge personnelle. Des économies de ménage dirigées vers un compte à son seul nom, un avocat choisi longtemps à l'avance, spécialisé dans ce genre de séparation. Tout était prêt. Lui ne l'était pas, Thomas a perdu l'appartement, ou plutôt, il a dû racheter la part de Céline à un prix que les experts ont jugé conforme au marché, mais qui en pratique, l'a laissé avec un prêt immobilier sur 20 ans qu'il ne pouvait plus assumer seul. Il a dû vendre. Trouver un logement plus petit. Recommencer, la deuxième chose qui est tombée. Le cercle social, leurs amis communs, le même réseau qu'elle avait contribué à construire, les mêmes gens qui avaient souri sur les photos de croisière, se sont dispersés. Certains ont pris ce parti pour elle, avec cette lâcheté douce qu'on appelle neutralité, mais qui est en réalité le choix du camp qui semble gagner. D'autres ont simplement disparu comme disparaissaient les gens qui ne fréquentaient pas Thomas mais le couple, et le couple n'existait plus. Il s'est retrouvé seul. À 37 ans, dans une ville qu'il avait appris à habiter à travers elle, avec des amis qui n'étaient pas vraiment les siens, dans un appartement qu'il avait dû quitter, et la troisième chose qui est tombée, l'orgueil. C'est là que mon téléphone a sonné, un lundi de novembre. 6 heures du matin, le même gris de novembre, le même café qui gargouillait dans la cuisine, la même lumière pâle qui filtrait à travers les persiennes. Comme si la vie aimait ses symétries, j'ai vu son prénom sur l'écran. Et avant même de décrocher, dans cette fraction de seconde entre la vision de son nom et le geste vers l'appareil, j'ai su, pas le détail, pas la cause. Mais j'ai su que quelque chose s'était retourné, que l'équilibre avait bougé. Sa voix. Une voix que je connais depuis la naissance, depuis les premiers sons qui ressemblaient à des mots, depuis les fièvres de nuit et les cauchemars et les joies et les colères. Et là, cette voix que je connais mieux que ma propre respiration, avait quelque chose de nouveau dedans. Quelque chose de brisé. Il pleurait. Pas avec pudeur, avec cette façon des adultes qui n'ont plus la force de dissimuler, qui ont épuisé toutes leurs réserves de dignité et qui pleurent simplement, comme on pleure quand on n'a plus rien d'autre à faire. Maman, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'aurais pu dire beaucoup de choses à ce moment-là, beaucoup de choses vraies, légitimes, méritées. J'aurais pu rappeler la croisière, les Noëls seuls, les « on est très occupé » et les visites supprimées et le jour où il m'a regardé dans les yeux et m'a dit que j'appelais trop souvent. J'aurais pu dire tout ça, et j'aurais eu raison, je n'ai rien dit de tout ça, j'ai dit « je sais mon chéri, je sais, qu'est-ce qu'il te faut ?» Et j'ai su en disant ces mots que c'était là ma victoire. Pas dans sa chute à elle, pas dans sa solitude à lui, dans ma propre capacité à rester, après tout, malgré tout, à travers tout la même femme que j'avais toujours été. Celle qui ne se venge pas, celle qui ne... Qu'est-ce qu'il te faut ? Il est venu à Bordeaux ce week-end-là. J'ai préparé un cassoulet, son plat préféré depuis l'enfance, celui que je faisais pour les grandes occasions et les petits hivers. On s'est assis à la même table de bois de ma cuisine. La même table, les mêmes chaises, la même cafetière sur le plan de travail, et on a parlé, vraiment parlé. Pas comme une mère et son fils perdus dans leur rôle habituel. Comme deux adultes qui se retrouvent après un long voyage séparés, qui se regardent vraiment pour la première fois depuis longtemps. Il m'a dit ce qu'il avait vu. Ce qu'il avait compris, trop tard. Comment Céline avait méthodiquement, progressivement,
Isoler tout ce qui lui appartenait avant elle, ses amis d'enfance, ses anciens collègues moi. Pas avec des éclats de voix, pas avec des interdictions, avec cette technique subtile et implacable de ceux qui savent déplacer les frontières sans que l'autre s'en aperçoive, jusqu'à ce qu'il soit si loin de ses racines qu'il ne les retrouve plus sans aide. Elle m'a dit que tu étais jalouse, maman. Que tu n'acceptais pas que j'ai grandi, que tu voulais contrôler ma vie. Il a baissé la tête. Il avait honte. Je le voyais dans l'angle de ses épaules, dans la façon dont il tenait sa tasse des deux mains comme il faisait enfant quand il avait peur d'un punition. J'ai posé ma main sur la sienne. Et j'ai dit simplement, tu n'avais pas les éléments pour voir. Maintenant tu les as. Parce que la justice n'est pas une vengeance. La justice, c'est que la vérité arrive, même en retard, même après des larmes, même après des années de silence. Elle arrive toujours. Et quand elle arrive, elle n'a pas besoin de commentaires, on récolte ce qu'on a semé. Pas toujours vite. Pas toujours comme on l'imagine. Mais le destin ne perd jamais ses calculs. Aujourd'hui j'ai 64 ans. Et je suis bien pas triomphante. Bien. Ce n'est pas la même chose. Triomphante, c'est un état des surfaces, fragile, qui dépend du regard des autres. Bien, c'est quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus personnel. Quelque chose qu'on construit soi-même et que personne ne peut vous reprendre. Thomas et moi nous voyons à nouveau. Régulièrement, mais différemment. Pas par habitude ou par devoir, par choix. Et cette différence-là change tout. Il vient dîner un vendredi sur deux, parfois le samedi matin pour aller marcher au bord du fleuve. On parle de sa nouvelle vie, il a trouvé un appartement plus petit mais plus à lui, dans le quartier de Chartron, avec une terrasse où il a mis des plantes. Il recommence à avoir des amis, de vrais amis, ceux d'avant, qu'il avait perdus de vue et qui ont répondu présent quand il l'a rappelé. Les gens de bien répondent toujours, présent, je n'ai pas retrouvé ce que nous avions avant Céline. Cette légèreté des dimanches d'autrefois. Cette confiance absolue, naïve et belle, qui caractérise les relations qu'on n'a pas encore eu l'occasion de perdre et de redécouvrir. Quelque chose s'est transformé, pas perdu, mais transformé. Ce que nous avons maintenant est différent. Plus adulte, plus conscient, plus choisi et quelque chose, oui c'est perdu que je ne récupérerai jamais. 3 ans. 3 années de dimanche de Noël, de petits événements ordinaires qui font le tissu d'une vie partagée. Et que le temps a avalé sans me demander la permission. J'ai accepté ça. Il faut savoir accepter ce que le temps emporte sans retour, sans se consumer à le regretter. Le regret est une façon de rester prisonnier du passé, et le passé ne mérite pas qu'on lui donne ce pouvoir. Ma peinture, j'ai continué. Je ne suis toujours pas très doué. Mais mes tableaux ont quelque chose maintenant que mes premiers n'avaient pas. Une certaine façon d'approcher la couleur, de ne pas la forcer. La professeure dit que ça se voit, que j'ai trouvé ma main, peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'on trouve sa main dans tous les domaines quand on arrête d'essayer de plaire et qu'on commence simplement à être. Il y a une chose que je veux vous dire, avant de terminer. Une chose que je dis directement à vous. Vous qui regardez cette vidéo, vous qui avez peut-être vécu quelque chose de similaire, ou qui en avez peur, ou qui êtes en ce moment même dans le cœur de cette tempête-là, le silence n'est pas une défaite. L'attente n'est pas une faiblesse. Parfois, la chose la plus puissante qu'on puisse faire, la chose, vraiment, c'est de ne pas réagir, de tenir, de continuer à être soi-même pendant que tout s'agite autour de vous, de continuer à vous lever le matin, à boire votre café, à marcher dans les rues de votre ville, à trouver une cause qui vous appartient vraiment et à vous y consacrer, parce que les gens qui font du mal aux autres ne le font pas toujours par méchanceté pure. Souvent, ils le font par peur, par ambition mal dirigée, par cette fragilité profonde que certains dissimulent derrière le contrôle et la manipulation. Et ces personnes-là portent en elles les germes de leur propre chute. Elles n'ont pas besoin que vous les y poussiez. Elles y arrivent seules, avec une précision que vous n'auriez jamais pu planifier. Le temps prend beaucoup de choses, des gens qu'on aime, des certitudes qu'on croyait inébranlables, des étés qu'on croyait infinis. Mais il rend aussi, pas toujours ce qu'on a perdu, mais souvent quelque chose de meilleur. Une version de vous-même que la douleur a rendue plus forte, plus lucide, et infiniment plus libre. Si vous traversez en ce moment une de ces périodes où l'on vous exclut, où l'on vous réduit, où l'on vous dit, avec ou sans mots, que vous ne comptez plus, tenez bon. Le destin a une longue mémoire. Et la vérité, même quand elle se fait attendre, arrive toujours à destination. Si cette histoire vous a touché, si vous avez reconnu quelque chose de votre propre vie dans ces mots, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et dans les commentaires écrivez simplement « J'ai tenu ». 2 mots. Pour que ceux qui traversent encore leur hiver sachent qu'ils ne sont pas seuls, prenez soin de vous, et à très bientôt.